De la terre, debout les forçats de la faim, la raison dans son tracé. Voilà, donc bienvenue à tous. Ces rencontres internationalistes de Vénissieux, c'est la 9e édition. C'est quelque chose qu'on organise parce qu'on est convaincu qu'on ne peut pas penser la vie qu'on mène à Vénissieux, dans l'agglomération en France, sans la situer dans l'état de la planète, dans la situation du monde, dans les luttes des peuples, dans les situations réelles de guerre, d'affrontement, de concurrence qui marquent la réalité du monde. Donc ça fait longtemps qu'on invite tous les 2 ans des communistes d'un peu tous les pays, puis des progressistes aussi, dans ces rencontres. Et on a pris l'habitude, on dit d'habiller ces rencontres par une exposition, parce qu'on pense que, bien sûr, il y a une bataille d'idées, mais il y a aussi une bataille culturelle, il y a un enjeu sur la manière dont se représente le monde, et pour se représenter le monde, il faut être capable, par exemple, de le peindre, de construire des images, des représentations. Et donc, on essaye chaque année, chaque fois, d'avoir un artiste dont on essaye d'obtenir quelques œuvres. Et donc on est très 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 heureux cette année d'accueillir une exposition de Max Schöndorf et plusieurs des personnes qui l'ont très bien connu et à qui je vais laisser la parole. Je ne vais pas présenter Max Schöndorf, même si c'est un nom que les communistes lyonnais connaissent, bien sûr. Mais je pense qu'il y a des gens qui vont mieux en parler que moi et donc qui vont nous présenter l'artiste et puis des éléments de l'exposition qui est devant nous. Alors, Odile ou je ne sais pas qui commence. Voilà, alors je vais peut-être dire des choses que certains connaissent déjà, faire un petit rappel biographique de celui dont j'ai eu la chance d'être la sœur. Max Schöndorf est né à Lyon le 29 décembre 1934. Il nous a quittés, ça fait bientôt 7 ans, le 20 octobre 2012. D'une famille d'enseignants, il est le fils d'un père, j'ai du mal à en parler au passé, parce que je vais surtout utiliser le présent. Il est le fils d'un père lorrain, professeur agrégé d'allemand, totalement bilingue, résistant et porteur d'une culture plutôt germanique, ce qu'on retrouve chez Max dans les titres de ses tableaux, en particulier cette influence germanique. Max a fait toutes ses études au lycée du Parc jusqu'à la Cagne, mais il n'est pas devenu professeur, contrairement à son père, et il n'a pas non plus étudié aux Beaux-Arts. Concernant la peinture, il est et il se revendique autodidacte. Peintre, facteur de décors pour le théâtre, pour Roger Planchon, pour Jacques Rosner, pour d'autres, ou de décors de cinéma pour Jean-Marie Stau. Lecteur exceptionnel d'une immense culture, il a constitué une bibliothèque de plus de 30 000 livres. On ne sait pas encore, on n'a pas encore réussi à les compter. Où la philosophie grecque et allemande, les socialistes utopiques, les philosophes français, dont des philosophes oubliés, côtoient l'histoire de l'art et les poètes surréalistes. Max écrivait aussi, et c'est plutôt du côté de l'écriture que ses amis l'attendaient. En témoignent ces textes subtils parus dans sa presse, le bulletin de l'Ur-de-la, qui constitue un véritable trésor. Sa presse qui a disparu depuis, où il rassemblait des productions variées, des billets en prose, des dessins et poèmes de personnes d'horizons très divers. Max était un collectionneur, de toute façon je vais oublier certaines de ses propriétés parce que c'était plusieurs personnes en une. Collectionneur de toutes sortes d'objets, du plus trivial, on a vu tout à l'heure les cintres, il y a les presses purées, les fouets, les batteurs, au plus rare. Et une de ses œuvres, c'est son appartement-atelier, que certains connaissent, qui raconte d'une manière matériologique, comme aurait dit mon professeur, le philosophe François Dagonier, l'histoire d'une vie. Plusieurs films y ont été consacrés, dont celui de Dominique Rabourdin et Martin Noagnan, celui de Martine Tallet aussi, qui nous fait l'honneur d'être présente et qui va parler après moi. Max était peintre avant tout,
si l'on en croit Jean-Paul Yungo, un peintre inclassable, inspiré par le surréalisme, on peut le voir ici, mais qu'il aimait mais qui ne le résumait en rien. Comme le souligne Francis Marmande dans la nécrologie qu'il lui a consacrée, sa peinture puissamment imaginative relevait à la fois du végétal, de l'organique, du minéral, parfois cruelle mais généreuse en même temps, somptueuse, souvent précieuse et nacrée. On peut au Musée des Beaux-Arts voir plusieurs tableaux de Max rassemblés par Sylvie Ramon, notamment un immense tableau qui s'appelle Hymne et qui synthétise à mon sens toutes les dimensions de l'œuvre de Max. Max aurait pu, comme d'autres, avoir le souci de son petit ego, c'est très à la mode, de sa carrière, faire cavalier seul, monter à Paris. Alors, deuxième page de la partition. J'ai bientôt fini. Elles sont aggravées. Et donc, oui, il était amené évidemment à voyager énormément. J'ai parlé des œuvres qui sont aux Beaux-Arts, mais il y en a dans des musées à l'étranger, et Martine me complétera. Mais ce qui est rare, peut-être pour un artiste, il avait le sens du collectif, du partage, de l'ouverture, du dialogue. Et depuis sa jeunesse, bon, il avait toute une bande avec Roger Planchon, j'en ai parlé, Bernard Charder, Aja Coagnan, Jean-Jacques Léran et bien d'autres. Et en mai 68, certains se souviennent qu'il était dans les usines occupées comme Del Alstom à Villeurbanne. Et il a participé aussi à la création de groupes, d'institutions, de groupes de création. Et plutôt, plus que participer, il impulsait. Il a créé, il est à l'origine de la création de la MAPRA. Il a créé l'Ur-de-la avec d'autres artistes comme Jean-Claude Vincent, Madeleine Lambert, que l'on connaissait bien à Vénissieux. Et l'Ur-de-la, c'est l'Union des artistes lithographes, bien sûr, mais c'est surtout l'utopie raisonnée pour les droits de la liberté en art, où les artistes peuvent venir s'initier et créer des estampes. D'une érudition incroyable, d'une bienveillance aussi immense, mais aussi d'un humour exquis. Max était drôle, il était profondément drôle. Ses toiles parfois ont un accent un peu tragique, mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Il ne cesse de nous manquer tous les jours depuis bientôt 7 ans. Il tenait tête aux puissances d'argent, il était engagé en politique, il a été conseiller d'arrondissement dans le deuxième arrondissement, ce qui est quand même un paradoxe, un des arrondissements les plus bourgeois de Lyon. Il n'était jamais dans le compromis, jamais dans la compromission surtout. Il se réclamait d'une sorte d'anticommunisme libertaire. Il était communiste par anti-communisme. Et puisque tu as parlé de Mado Lambert, je précise que nous avons des lithographies de Mado Lambert, donc 10 exemplaires, une lithographie connue sur la fiche rouge, et qui sont donc en vente. Bonsoir, merci beaucoup de me donner la parole, je suis très honorée. Vous avez à Vénissieux une œuvre de Max Schöndorf qui est dans la station de métro Gare de Vénissieux, qui est un immense polyptyque qui est suspendu dans la station où l'artiste a enfermé dans des grandes dalles de verre tout un répertoire de formes, de couleurs, de matériaux. Ceux-ci sont l'effet d'un poème formel et intentionnel, inspiré donc par des linceuls zaïrois qu'il avait pu contempler donc, lors de ses recherches qu'il faisait sur les cultures extra-européennes. J'ai pu faire une thèse sur Max Schöndorf, ça m'a pris 6 ans et j'ai vraiment énormément apprécié cet artiste qui, comme le disait Odile, a
une curiosité insatiable. Et aujourd'hui, donc, Marie-Claude a bien voulu prêter un certain nombre de ses œuvres. Ce qui est assez captivant dans l'œuvre de Maxendorf, c'est cette mise en scène de la matière. C'est-à-dire que dans cet atelier aussi dont on vous a parlé, on retrouve tous les éléments qui ont pu l'inspirer. Et à partir de multitudes d'objets, de matériaux, très étranges, il va donc fabriquer ses œuvres. Souvent, on a parlé de fantasmes concernant donc, cette iconographie. J'avais envie juste de vous citer une de ces phrases à ce propos. « Quand les gens parlent de mes fantasmes, c'est très bête. Ce n'est pas une peinture d'humeur. La peinture se fait et je suis l'assistant, le spectateur, le compagnon de route. Ma peinture ne se nourrit pas de moi, mais de la peinture. » Par ces mots, l'artiste réactive la pensée de Schopenhauer. On doit se placer en face d'un tableau comme en face d'un personnage important. Attendre qu'il veuille bien vous parler et vous dire ce qui lui plaira. Il ne faut, dans aucun des deux cas, prendre soi-même tout d'abord la parole, car on risquerait alors de n'entendre que sa propre voix. L'expression, ce n'est pas quelque chose qui repose dans notre cerveau, notre cœur ou nos entrailles. C'est une sorte d'enregistrement sismographique. Et je crois qu'on peut vraiment se rendre compte, en regardant ces toiles, de cette déflagration que peut représenter l'œuvre de Maxendorf. Merci beaucoup. Voilà. Eh bien, je pense que beaucoup ont découvert que, parce qu'on avait oublié qu'il y avait une œuvre à la station de métro, donc on retournera la voir. Et je vous remercie sincèrement tous et toutes d'abord, Marie-Claude, de nous avoir autorisé à emprunter ces œuvres, de les avoir amenées. On y prend le plus grand soin et on fera très attention au démontage de l'exposition. Et merci à vous deux de nous avoir aidés à les regarder. Ou à les entendre peut-être, si j'ai bien compris.